Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. On vient d'apprendre à l'instant les chiffres de l'économie pour le troisième trimestre. Légère croissance, plus 0,2%. Est-ce que c'est encourageant ou pas? Champagne. Bah écoutez, non, voilà, ça ne correspond pas à la réalité de la situation, même économique, sans parler de la situation sociale. Voilà, le vécu quotidien de millions de personnes aujourd'hui, c'est des suppressions d'emplois, des licenciements, de la précarité, un président de la République qui raconte des grandes histoires à tout le monde en disant qu'il va inverser la courbe du chômage, qu'il a inversé la courbe du chômage, qu'il n'est pas loin d'inverser la courbe. 66 000 chômeurs de moins le mois dernier, on a appris en début de semaine, ce n'est pas une inversion de la courbe du chômage, 90 000 chômeurs de moins depuis le début de l'année, en catégorie A. De toute façon, depuis qu'il est là, il y a 500 000 chômeurs supplémentaires, donc avant de crier victoire, il faudra quand même qu'il ait un minimum d'humilité. Par ailleurs, on sait qu'il a mis des millions, peut-être même des milliards, peut-être plus de 2 milliards d'euros sur la table. Et ça, c'est l'argent public, c'est-à-dire c'est notre argent finalement pour faire des formations supplémentaires, pour faire des contrats aidés, pour inverser la fameuse courbe du chômage et pour, miracle, lui permettre d'être candidat à l'élection présidentielle. Ça fait un peu cher payé pour un choix finalement dont personne ne veut, si j'ai bien compris, c'est-à-dire le fait qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Autre choix du gouvernement cette semaine, l'évacuation de ce qu'on a appelé la jungle de Calais. Ce qui n'est pas un beau terme déjà pour commencer. D'autres ont parlé de bidonville, du pire bidonville de France. Les autorités affirmaient hier qu'il y avait 6 000 personnes qui avaient été, je cite, prise en charge. Vous étiez opposé à l'évacuation, je crois, le NPA justement de ce territoire. Est-ce que vous ne dites pas finalement aujourd'hui il y a des gens qui sont dans des centres d'accueil, c'était la bonne solution? Non, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'ouvrir les frontières. Il y a ce point de fixation. Les Britanniques ne veulent pas accueillir. Va falloir faire avec. Va falloir faire avec. En tous les cas, il faut arrêter avec l'hypocrisie ambiante du côté de la classe politique dirigeante française qui arrête pas de dire. Il valait mieux les laisser dans ce bidonville, ces gens-là? Non, c'est pas ce que je viens de dire. C'est pas ce que je viens de dire. Je vous dis, il faut ouvrir les frontières, c'est-à-dire concrètement, il faut revenir sur les accords de Sangatte et du Touquet de 2003. Tant qu'on ne reviendra pas là-dessus, c'est-à-dire des accords qui stipulent finalement qu'on empêche les migrants d'accéder à la Grande-Bretagne. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a une classe politique française qui nous explique qu'on ne veut pas accueillir toute la misère du monde. Et puis en même temps, on ne peut pas s'empêcher de la laisser partir. Parce que je rappelle à ceux qui nous regardent que les migrants dont on est en train de parler, ce n'est pas des migrants qui veulent s'installer en France, c'est des migrants qui veulent partir. Donc à un moment donné, il faudra savoir sur quel pied danser. La réalité, c'est que derrière tout ça, il y a une situation de blocage, un point de fixation qui a été créé. Il faut ouvrir les frontières et puis il faut arrêter finalement d'instrumentaliser ça pour des fins politiques. Ce n'est pas les migrants qui sont responsables, par exemple, du fait qu'il y ait 17 000 suppressions d'emplois à PSA en 3 ans, du fait qu'il y ait 5 000 suppressions d'emplois à SFR, qu'il y en ait 7 800 à la Poste en 2015. Tout ça, c'est des responsables d'entreprises françaises. Ce n'est pas des migrants qui sont responsables finalement du pourrissement de nos vies quotidiennes. Un mot sur le traité de libre-échange avec le Canada qui devrait finalement être signé puisque les Belges ont trouvé un accord. Vous le combattiez. Est-ce que vous regrettez que la Belgique ait cédé? Ce que je constate d'abord, c'est qu'ils ont fait trembler tout le monde. Et ça me fait super plaisir. C'est-à-dire que pendant quelques heures, on a vu toute l'oligarchie eurobéate commencer à transpirer en nous expliquant que ce n'est pas possible. Malheureusement, le compte n'y est pas. Il faut savoir que le CETA, c'est 520 pages qui sont finalement le manifeste de la mondialisation capitaliste et qui vont permettre, au nom de la liberté de concurrence, au nom du libre-échange, de donner plus de pouvoir encore aux multinationales pour déroger à des normes de régulation nationale, à des normes qui auraient pu être imposées par des pouvoirs publics sur des questions sociales ou sur des questions environnementales. Alors, et ça, c'est toujours... c'est pas encore totalement adopté puisqu'il y aura les parlements qui vont se prononcer là-dessus. Venons-en à la politique. Votre candidat, Philippe Poutou, est en quête de ces 500 signatures. Est-ce qu'il les a pour l'instant en un mot? Non, il les a pas encore. Vous savez que c'est une bataille en général jusqu'à la dernière minute pour nous. Pourquoi ne pas constituer une candidature commune avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, crédité de près de 15% d'intention de vote? Pourquoi pas une candidature unique de cette gauche radicale? Bon, on aurait pu imaginer une candidature unique des forces anticapitalistes sur la base, par exemple, de la mobilisation contre la loi travail, des nuits debout. Mais pour ça, il faut accepter à un moment donné qu'il y a aussi une nouvelle forme de représentation politique assumée. Moi, à titre personnel, même si ce n'est pas mon adversaire politique n'est pas dans ce camp-là, je combats la droite, l'extrême droite et ceux qui sont au gouvernement, mais je ne me sens pas représenté par Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous différencie? Je me sens plus représenté par Philippe Poutou, pour parler en positif, qui lui, au moins, parce qu'il n'est pas un politicien professionnel, parce que c'est un ouvrier de l'automobile, il va savoir de quoi il parle quand il parle de la vie quotidienne de millions de personnes. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, les politiciens en général, pardon de le dire, ils parlent beaucoup de nos vies quotidiennes, ils les connaissent pas, ils prétendent les résoudre, alors qu'en réalité, ils n'en viennent même pas. C'est un politicien, Jean-Luc Mélenchon, d'après vous? Vous m'avez déjà posé 3 fois la même question, vous pouvez chercher à avoir une petite formule contre Jean-Luc Mélenchon en particulier, mais vous savez, pour ne pas la citer, Marine Le Pen est une grande politicienne professionnelle. Tout cela, c'est quoi? C'est un personnel politique qui a grandi dans les cabinets ministériels, qui a eu mandat sur mandat, et encore pour ceux qui ont eu des mandats, qui vivent de la politique. Je voudrais insister là-dessus parce que le sens, par exemple, de la candidature de Philippe Poutou,
elle est jointe à une proposition concrète. Il faut déprofessionnaliser la politique. Ça veut dire par exemple qu'il faut interdire le cumul du mandat, soit, mais il faut organiser la rotation des mandats. Constitutionnalisons par exemple le fait qu'on ne puisse pas faire plus de 2 mandats au cours de sa vie, ensuite on retourne au boulot. Et puis, on insiste là-dessus, il faudrait plafonner la rémunération des élus, puisque quand on a un mandat, on est censé représenter la majorité de la population. Il n'y a pas de raison qu'on gagne plus d'argent que le salaire moyen de la majorité de la population. Ce serait une petite révolution, par exemple au niveau de la représentation politique. Ça, on essaie de le porter humblement dans cette campagne avec la candidature de Philippe. Dans cette campagne, hier, Nicolas Sarkozy a affirmé qu'en cas de second tour, Hollande-Le Pen, il voterait, même si ça ne lui fait pas plaisir, pour François Hollande. Vous, en cas de second tour, François Hollande, Marine Le Pen, vous votez pour qui? Non, mais moi, je ne peux pas répondre à des questions comme ça à 7h matinale. À moins de vouloir absolument griller toute ma journée. Non. Là, on n'en est pas là. D'abord, on n'est pas au deuxième tour, on n'en est même pas au premier. Et puis même cette campagne, telle qu'elle est en train de se profiler... Donc vous ne trancheriez pas? Non, franchement, là, pour l'instant, c'est pas le sujet. En 2002, vous aviez appelé à vous mobiliser contre Jean-Marie Le Pen. Je m'en souviens, ça ne m'avait pas échappé. Mais je me souviens aussi avoir, pendant des mois et des mois, refusé de répondre à cette question qui vous propulse au deuxième tour avant que le premier soit passé. Et je vous dis, on n'en est même pas au premier. Vous savez ce que c'est que le ressenti là, de ceux qui nous regardent? C'est que la campagne présidentielle, c'est déjà l'overdose, alors qu'elle a à peine commencé. Alors justement, on est dans cette primaire. Est-ce que vous faites partie ou qu'est-ce que vous dites à ces gens de gauche? Vous n'allez pas me demander si je vais m'inscrire dans la primaire de droite pour battre Nicolas Sarkozy, rassurez-moi. Non, ça, j'ai peu de doute que vous allez ne pas aller à cette primaire. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens de gauche qui peuvent être tentés justement d'aller à cette primaire pour voter Juppé, par exemple? Que les gens sont grands. Moi, voilà, c'est pas mon sujet. Moi, le sujet de la primaire, c'est qu'aujourd'hui, je vois une espèce de grande surenchère pour savoir lequel aura le plus de propositions pour nous prendre de l'argent dans les poches, pour nous imposer un maximum de sacrifices. Juppé, Sarkozy, Le Maire, Fillon, pour vous, c'est la même chose? Il n'y a aucune nuance? Moi, je ne vais pas donner de consigne de vote sur la droite. Écoutez, je les combats tous, c'est pas mon sujet. Et puis, ils ont un point commun avec la gauche et puis avec l'extrême droite. C'est nous emmener dans un débat sur la campagne présidentielle qui va consister à nous inventer des origines contrôlées, à nous inventer des identités chimiquement pures qui ne correspondent pas à la réalité, qui sont un grand leurre. Personne, y compris à gauche, par exemple Arnaud Montebourg, ne trouve grâce à vos yeux dans ce débat aujourd'hui? Et donc là, vous m'emmenez sur la seconde primaire. Mais vous avez bien compris que nous, on essaie de faire entendre une autre voix. Et cette autre voix, c'est quoi? C'est que justement, par rapport au cadre général que les uns et les autres, primaire numéro 1, primaire numéro 2, Front National acceptent, c'est un débat sur l'identité nationale. Nous, on va imposer une autre campagne sur l'identité sociale. Je vous disais tout à l'heure, les migrants ne sont pas responsables des suppressions d'emplois. Par exemple, à PSA, 17 000 suppressions d'emplois. Celui qui prend la responsabilité, c'est le PDG du groupe. Le PDG du groupe, M. Tavares, il a doublé son salaire. Il gagne, écoutez bien, 14 500 € par jour, samedi, dimanche inclus. Ça va être dans le débat, on sait que ça va être porté effectivement par Philippe Poutou dans cette campagne présidentielle. On va parler salaire, on va parler licenciement, on va parler logement, on va parler du fait qu'il y ait une personne sur 3 qui renonce aux soins faute de moyens, c'est-à-dire finalement ce qui est le vrai sujet pour nous de ce qui peut changer ou pas la vie des gens. Merci Olivier Besancenot. Merci à vous. Olivier Besancenot qui n'est pas candidat cette fois-ci, mais qui va pousser derrière Philippe Poutou, pas même à la primaire de droite. On l'aura bien compris, messieurs. Merci beaucoup.